Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et scintillement. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Alors déjà, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je pense que c'est assez important pour nos auditrices et nos auditeurs que tu oses en tout cas pouvoir témoigner. Peut-être première petite question, pourquoi as-tu accepté de venir sur ce podcast et qu'on puisse échanger ensemble ? Si j'ai accepté d'être sur ce podcast, c'est que j'ai, après avoir entendu l'histoire de Claire sur les réseaux, sachant qu'on a une amie en commun, ça m'a particulièrement touchée. Et on avait pris un café et c'est vrai que à force de se raconter les histoires, de rencontrer des gens qui ont un peu vécu la même chose que toi, le fait que tu m'aies proposé de parler, même si ma famille n'est pas au courant, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'échanger et d'apporter un petit plus aux femmes qui sont dans le même cas que nous. Voilà. C'est vrai que toi, pour le coup, tu t'es vraiment confiée à moi et c'est vrai que je connaissais pas non plus ton histoire, je te connaissais par le biais d'une de nos copines, de soirées, etc. Et ça m'a énormément touchée et je pense que tu m'as aussi pas mal aiguillée parce que toi, t'avais vécu quelque chose, on va dire, similaire un an avant moi. Pendant les 25 ans d'une de mes meilleures amies, elle a décidé de faire son anniversaire dans un bar dans le 18e. Je ne connaissais pas du tout ce quartier. Ni ce bar d'ailleurs. Je buvais pas trop parce que j'avais pas arrêté de boire, mais j'avoue que je suis pas quelqu'un qui boit à outrance. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais mentionné au bar en mode je bois pas, donc je prends des consos, mais c'est pas forcément pour moi. Et c'est pour ça que je ne comprends pas trop ce qui m'est arrivé. Et il y avait un serveur que j'avais vu qui avait fait plusieurs fois des gestes ou un regard un peu mal placé, mais je m'étais pas à ce moment-là posé plus de questions. C'était sur toi ou c'était sur d'autres personnes? Ouais, sur moi. Ou sur toi, ouais. Et le bar avait un côté latino sans être latino. Les gens n'étaient pas du tout latinos, hein, mais ils mettaient pas mal de musique espagnole et c'est quelque chose que j'adore. Et j'avais la petite sœur d'une de mes amies qui elle aussi était partie à l'étranger et du coup avait ce côté-là où elle adorait du coup les musiques un peu latino. Et on dansait, on riait, etc. Et ce serveur en question est venu et m'a donné une claque à la fesse. Et là j'étais en mode ouais, border, ouais. Genre border. Je suis pas du genre à faire des scandales, donc je me suis dit vu qu'il s'était rien passé à ce moment-là, je me suis dit bon, trop chelou, mais c'est pas. Et ça c'était devant tes potes ou c'était ouais, ok. Devant tous mes amis, on était quasiment 25 personnes. Mais je sais que j'ai 2-3 personnes qui l'ont vu et qui ont fait en mode oula, trop bizarre lui. Mais Après c'était la fête et tout le monde était un peu bourré aussi. Je me suis dit en vrai, il a peut-être trop pris la confiance, je sais pas. Ouais. Je me suis pas posé plus de questions à ce moment-là. Et puis vu que je suis dans l'hôtellerie et la restauration, tous mes copains voulaient boire, etc. Et du coup j'ai dit bon si vous avez besoin d'aide, je vous aide à servir les verres. Et je commençais à servir les verres. Le patron était très sympa, un peu trop même de temps en temps. Si on pense à un détail, il a quand même offert facilement la moitié de nos consommations. Okay. Et aujourd'hui, je me pose la question de pourquoi l'a-t-il fait alors qu'il ne nous connaissait pas. Pourquoi l'a-t-il fait alors qu'il savait très bien qu'on n'était pas le genre de client qui allait revenir dans son bar. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi il nous a offert des shots et que on est plusieurs à s'être senti mal après ces shots-là. La soirée s'est déroulée. Moi, j'avoue que j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur et je le disais aux gens, genre je ne me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, j'avais bu une bière, une pinte et peut-être 1 ou 2 shots, enfin, dans mes souvenirs. Et la soirée se déroule, l'ambiance était vraiment au top, on s'amusait, il y avait plein de copains d'enfance, etc. Donc c'était vraiment génial. Et puis à un moment donné, le bar ferme, mais le proprio, enfin le gérant nous dit pas de problème, si vous restez à l'intérieur du bar, vous pouvez continuer à faire la soirée sans aucun problème. Et vous étiez que votre bande de potes à ce moment-là, ouais, ok.
Donc il avait fermé le bar et du coup on continuait à consommer, enfin les gens continuaient à consommer. Et j'ai trouvé ça un peu spécial parce que normalement t'as pas le droit de faire ce genre de choses sauf si à la limite tu connais les patrons très très bien et bien sûr. Mais pour moi c'est interdit de faire ça. Mais vu qu'on était dans l'ambiance un peu euphorique de la fête et des 25 ans de notre meilleur ami, on s'est dit go quoi. Et à partir de là, j'ai un blackout que je n'arrive pas du tout à me souvenir. C'est pas quelle heure il était là exactement non. Du coup. Selon les messages que j'ai envoyés, avec qui j'ai communiqué, je sais qu'il était vers 2h30, 3h. Et blackout total, je pensais partir chez moi et en fait repartir avec une amie en taxi. Ok. Et au final, blackout, je me retrouve aux toilettes avec ce fameux serveur sur moi. Et là, je comprends pas. J'ai pas forcément de souvenir de ce qui s'est passé, ce que je lui ai fait, ce que je lui ai dit. J'ai juste le souvenir d'avoir envoyé des messages à un ami en croyant parler à cet ami qui malheureusement dormait et du coup c'est son cousin qui a répondu à son message et je lui mettais help en majuscule. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit si tu mets help à quelqu'un, c'est qu'il y a un problème et que c'est pas mon genre en plus d'envoyer le mot help. Donc je trouvais ça particulièrement bizarre. Du coup, il s'est passé ça, mon amie me cherchait partout. Elle me cherchait vraiment partout dans tout le bar avec sa petite sœur. Et de nulle part, elle me retrouve dans les toilettes enfermée avec lui. Et d'après ce qu'elle m'a dit je te reconnaissais pas, t'étais dans une euphorie totale, tu faisais que de rire. Je sentais qu'il y avait un problème et tu me disais t'inquiète, je gère. Elle me dit j'ai pas compris ton t'inquiète, je gère. Et elle me dit j'aimerais avoir des explications, sauf que j'étais incapable de lui en donner parce que je n'avais aucun souvenir de cet épisode-là. Et je sais juste que je suis rentrée en taxi et que je suis allée du coup chez le cousin de la fameuse personne à qui j'ai envoyé le texto. Comment? Je ne sais pas. Et par contre, je me souviens très bien de la discussion que j'ai eue avec ce garçon. Et il m'a parlé de tout, de rien, il m'a rassurée. Il m'a dit que c'était pas normal, il m'a dit qu'il fallait que j'aille porter plainte, mais à ce moment-là, j'étais pas prête. Du coup, t'as porté plainte, c'est ça, combien de temps après? Du coup, après ce coup de fil, elle est arrivée et elle m'a dit viens, on porte plainte. J'ai déjà envoyé un message à mon bureau. Je leur ai dit que j'étais absente ce matin, que je devais aller au commissariat, etc. On m'a pas posé de questions. Et je lui ai dit ok. J'étais pas du tout prête. C'était pas quelque chose dans une vie où je m'étais dit vas-y, tu vas le faire. Sachant qu'il m'était arrivé l'épisode précédent une année avant, je m'étais dit pourquoi je ferais lui alors que j'ai pas fait l'autre, et c'était vraiment des questions qui me revenaient. Et c'est ce que mon amie m'a dit. Elle m'a dit que si tu dois le faire, c'est vraiment parce que imagine il l'a fait à d'autres femmes et là tu t'en voudras toute ta vie. Et elle m'a dit si t'as pas eu le courage pour le premier, elle me dit personne te jugera. Juste là le deuxième, il y a trop de preuves qui sont trop évidentes, fais-le. Et du coup, j'ai porté plainte. Mon dossier est assez vite passé et très vite remonté à d'autres policiers. Au final, vu que j'ai été agressée, parce qu'on parle d'agressement sexuel et pas de viol. Il n'y a pas eu de pénétration selon eux. Mais ça, comment ils le savent au final? Ils le savent comment? Ils le savent pas, ils le disent. Ils le disent tant qu'on n'a pas de preuves. Ils qualifient ça d'agression sexuelle. Ok. Et vu que je me suis lavée, vu que c'était plein de jours avant. Ouais, ils pouvaient pas. Ouais, c'est compliqué. Et vu que j'ai aucun souvenir et que je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a. Ouais, ils peuvent pas juger ça. Donc ok, ça a été classé agression sexuelle. Ça a été remonté après. Ça a été remonté du coup au commissariat du 18e. Où là, c'était un agent de police, je sais plus du tout son nom, mais il a été vraiment hyper sympa. Il m'a téléphoné. Il m'a dit, moi, normalement, je me focus sur tout ce qui est vol, à l'arraché dans les rues, dans les maisons, etc. Il m'a dit, mais j'ai vu votre histoire, j'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. Okay. Il m'a dit, il m'a dit, dans votre malheur, vous avez beaucoup de chance. Parce que, normalement, l'attente est longue. Et c'est vrai que j'ai porté plainte. Cette histoire, elle est arrivée le 1er avril. Assez marrant. Sacré poisson d'avril. Super drôle. Ouais, j'avoue, très sympa. Ouais, très drôle. Bonne blague. Comme poisson d'avril. Et j'ai dû porter plainte, je pense, le 3 ou le 4. Et j'ai eu une réponse en septembre. La police m'a rappelé en septembre pour me dire qu'il fallait que je fasse une confrontation. Ok.
Ça, j'avoue que j'étais pas, j'étais pas du tout prête mentalement. De toute façon, personne n'est prêt, hein. Et du coup, avant la confrontation, je suppose que t'as dû avoir un avocat. Est-ce que du coup, t'as fait le choix plutôt de prendre ton avocat toi-même, en sachant que, tu viens de commencer la vie, etc. Ou alors t'as pris ton avocat commis d'office, comme il le dit. Au début, j'avais pas du tout d'avocat. D'accord. J'avais rien. En plus, j'étais totalement perdue. Personne ne m'aidait. Et vu que j'ai fait le choix de ne pas en parler à ma famille, de garder ce jardin secret pour moi. C'est vrai que c'était très compliqué d'avoir des conseils autour de moi. Ouais, et à l'époque, je te connaissais pas. Ouais. Donc, je ne savais pas du tout. Et à l'époque, ça m'était pas arrivé non plus, donc. Mais je ne connaissais personne qui avait vécu ce genre d'histoire et du coup, malheureusement, le cercle de demande de conseil était trop restreint. J'ai pris un avocat bien après parce que au départ, on m'avait dit que ce genre de plainte, que ça donnait sans suite. C'est pour ça que quand on m'a appelé pour faire une confrontation, d'un côté, j'étais hyper contente parce que je me suis dit, ok, on m'a écouté. Ouais, tant mieux. Et c'est vrai que quand j'ai porté plainte, on m'a dit, 99% des cas sont sans suite. Et je me suis dit, waouh, je suis le 1% dans toute la malchance que j'ai eue, waouh. Et la procédure a été très longue, très difficile. J'avoue que ça, c'est un chemin que j'ai fait toute seule, dont je suis aujourd'hui extrêmement fière et c'était à refaire. J'hésiterai pas, mais du coup, on doit faire des examens, des prises de sang, des tests de ton urine, des tests aussi de cheveux. Du coup, tu t'es allée aux unités médico-judiciaires faire les tests et tout. Exactement. Waouh. Psychologue aussi, qui était top. Franchement, je m'entendais super bien avec elle. Elle a vraiment eu un rôle très très important à ce moment-là. Et je l'en remercie aujourd'hui parce que elle a eu des mots tellement justes et tellement vrais. Et pourtant, c'est ce qu'elle dit. Faut rester humain. Et elle dit, j'en vois tellement des histoires que j'ai pas envie que ce côté humain de moi s'échappe. Et elle me dit, tout ce qui se passe, mais c'est pas normal. Et l'épisode que j'ai trouvé le plus dur dans tout ça, c'était pas forcément moi les tests d'urine ou la prise de sang, c'était vraiment quand on m'a coupé mes cheveux. Genre, j'avais toujours un toc de me caresser derrière la tête. Et de voir sur ta feuille A4 tous tes cheveux étalés, des grosses mèches de 10 cm, tu te dis, putain, il y a eu un meurtre, quoi. C'est pour tester, voir si t'avais eu la drogue dans ton verre ou des choses comme ça. Ouais, exactement. Okay. Sauf que malheureusement, comme ils disent, vu que ça a été fait trop tard, que les examens mettent du temps, etc., ils sont pas sûrs à 100%. Apparemment, je n'aurais pas été droguée, mais ce qui m'étonne pas. Au départ, j'ai commencé à m'oublier. Ok. Donc, j'avoue que ça, c'était pas du tout la solution. M'oublier. J'acceptais tout le temps de sortir avec des amis. Tu t'es dissocié de ton corps un petit peu, tu penses? Ou... Ouais, complet. J'avais des conversations qui ne m'intéressaient pas, mais j'avais l'impression d'être actrice d'une vie que je ne voulais pas. Mais juste, j'étais incapable d'être la personne que j'étais parce que je ne m'assumais pas. Okay. Et à l'époque, j'étais pas du tout fière de moi, ni... Puis même me regarder devant un miroir, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais moi c'était très 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 dur pendant très longtemps. Et du coup j'avais cette sensation de vouloir me maquiller, de vouloir changer ma couleur de cheveux, de coupe aussi. Ouais, changer l'apparence justement et ton image peut-être pour ressembler à une autre personne, pour dire et aussi pour pas qu'on me reconnaisse ou pour repartir à zéro, je sais pas. Et il y avait tout le temps ce côté-là. Et en fait à un moment donné, quand, pourquoi, comment, et je pense que j'ai été très 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 bien entourée. Et j'ai su, et je pense comme toi tu as su le dire aux gens à qui t'avais confiance. Je suis pas du tout de la partie de vouloir le dire à ma famille parce que je pense que j'ai une histoire trop compliquée pour et je pense que c'est important de les protéger. Et je suis tellement bien entourée aujourd'hui que je ne ressens pas le besoin de le dire à ma famille. Par contre, de temps en temps, j'avoue que c'est un blocage. Y a beaucoup de choses qui te disent j'ai envie de leur dire, mais c'est vraiment genre 5 secondes qui te passent et au final tu te dis non, ça va servir à rien, parce que ça va faire de la peine, ça va pas te permettre d'avancer. Ce que tu me disais des fois, c'est que tu racontais l'histoire d'une autre personne justement pour juste avoir passé un peu l'envie de leur en parler, c'est ça? Parfois je raconte en mode j'ai rencontré quelqu'un, il lui est arrivé telle chose, c'est horrible. Et du coup, comme je te disais, les gens commençaient à me donner des conseils. Et au final, les conseils sont réellement pour moi. C'est juste que je les pose comme si c'était pour quelqu'un d'autre. Ouais, mais peut-être qu'au final, ça t'a quand même fait du bien. C'était peut-être une de tes petites habitudes qui t'a permis de t'en sortir un petit peu. Donc, Et vu que petite, je voulais être psychologue, j'ai toujours le côté de... Je sais